Bon, d'abord, je tiens à remercier les personnes ici présentes qui ont payé leur place, c'est-à-dire vous, mesdames et messieurs. Donc, je compte 5 spectateurs. Si le gérant de la salle n'a pas essayé de m'entuber, éventuellement, si vous pouvez lever la main, ça me permettra de vérifier. Vous voulez bien ? Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Merci beaucoup. Alors, allons-y. Donc, je tiens d'abord à vous expliquer que le colloque. Oups, excusez-moi. La conférence à laquelle vous allez assister sera de qualité, disons de bonne tenue, si j'en crois les 4 critiques que j'ai pu obtenir, et non sans difficulté. J'ai pourtant essayé d'envoyer le plus d'invitations possible, mais hélas, j'ai pas eu beaucoup de feedback. J'ai comme l'impression que les courriers ne sont pas tous arrivés. Enfin, comme disait Sarkozy, aujourd'hui, quand la Poste est en grève, personne ne s'en aperçoit. Donc, je pense qu'il y aura d'autres critiques, mais un peu plus tard. Mon épouse qui m'aide, me rassure et m'encourage toujours et sans faillir me dit que c'est déjà formidable d'avoir eu quelques papiers pour annoncer cette petite conférence. On a eu Le Monde par exemple, c'est pas rien ça, Le Monde comme caution intellectuelle. Télérama aussi et même BFM TV et même 60 millions de consommateurs. 60 millions, vous vous rendez compte ? En fait, vous avez bien fait de venir ce soir. Imaginez qu'il en vienne, ne serait-ce qu'un sur 1000. Ça va être serré dans les prochains jours. Le papier du Monde est dithyrambique. Dithyrambique. Enfin, d'après ce que m'a expliqué un copain. J'ai pas eu le courage de le lire. Et puis, pour être franc, j'ai pas encore pris un dico pour regarder ce que ça veut dire. Dithyrambique, mais peu importe ce que ça veut dire, c'est le genre de mot que personne ne sait écrire, mais qui sonne bien, très bien. Du reste, j'aurais préféré très dithyrambique. Enfin bon, comme dit ma femme, c'est déjà pas mal. Dithyrambique. Ils ont écrit dans Le Monde que je développais, je cite mon copain, qui a lu l'article de dangereuses thèses révisionnistes. Eh bien, ça m'a fait vraiment plaisir, très plaisir. Et dans 60 millions de consommateurs, ils ont écrit le prix des places n'est pas justifié. C'est pas faux. Message reçu les gars. Du coup, je pense qu'on va les augmenter un peu, mais le mieux c'est quand même Télérama. Ils ont pas aimé du tout. C'est vraiment top qu'ils aient pas aimé à Télérama. C'est génial. Ça devrait faire venir un max de monde ça. Donc on a eu aussi BFM TV qui est venu, mais là c'est vraiment con. Comme il m'avait pas dit quand le reportage serait diffusé, et bien du coup, j'ai pas pu l'enregistrer. Je suis arrivé en plein milieu quand il passait à la télé et j'en ai vu à peine la moitié. Mais bon, c'est pas grave. Apparemment, ils ont aimé. C'est l'essentiel. Malgré tout, je dois vous avouer quand même que j'ai pas tout compris dans leurs commentaires en voix off. À un moment donné, ils ont parlé de scat. Moi, j'aime bien ça, le scat. Et puis, je me suis dit, c'est nickel. Comme ça fera venir même des vieux jazzmen. Parfait. On fera un bœuf, mais en réalité, je m'étais planté dans les grandes largeurs. C'est ma femme, une fois de plus, qui m'a fait comprendre ce qu'il voulait dire. En réalité, il expliquait qu'on est scatologique, mon équipe et moi. Scatologique. D'accord, il l'espère. Donc, je disais, j'allais dire, vous aurez remarqué que sur l'affiche, on a été obligé de marquer conférence à la main, à la place de colloque. La raison en est simple. On n'arrêtait pas d'être emmerdé par des étudiants qui cherchaient un logement débile. Notre conférence s'intitule « Mort au coin ». J'imagine que vous vous êtes dit, il y a une voyelle en trop dans le dernier mot. Pas du tout. Cette petite causerie a pour but de vous raconter l'arrivée tardive des coins sur Terre. Oui, les coins, cette invention de l'être humain qui continue aujourd'hui encore à en payer les pots cassés, vous me permettrez de dire que
c'est bien fait pour sa gueule. Observez la nature. Nulle part, vous ne verrez de coin. Nulle part. Les coins sont une pure création issue du cerveau de l'être humain. Ça vous en bouche un coin, ça, non? En fait, le coin, c'est l'histoire d'une invention malheureuse et qui a été réalisée en détruisant des choses ou en assemblant d'autres. Alors qu'à l'origine, ces choses n'avaient aucune raison d'être ensemble. Vous me suivez jusque-là? Par exemple, on peut se cogner dans les coins. Oui, car les coins sont vicieux. Du reste, c'est exactement ce que démontre le théorème de Pythagore, lequel dit, sans rire, que si un triangle est rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Mais où est-il allé chercher une somme de carrés, ce con? Franchement, est-ce qu'on avait vraiment besoin de s'appeler Pythagore? Et j'ajouterais même d'aller ensuite à l'école pour savoir que la somme des deux carrés, ça fait bien 2. 1 plus 1. Seulement voilà, Monsieur Pythagore voulait faire son malin. Déjà, au départ, faut avouer qu'il a quand même un vrai nom à la con. Patronyme sans doute en référence à la Pythonis, cette charmante personne dont le blaze vient de Python. Ce serpent légendaire qui terrorisait ceux qui osaient s'aventurer autour du Montparnasse. Or, si les riverains du quartier de Montparnasse étaient terrorisés, ça se saurait. Et le cas échéant, il n'y aurait jamais personne à la coupole. Ça serait dommage. Tellement on y mange bien. Vous remarquerez que, néanmoins, le dit python vivait dans une grotte, ce qui explique pourquoi les pythons ont la peau lisse et froide comme celle d'un serpent. En effet, ils ne se cognent jamais. Se cogner rougit la peau et laisse des bosses, voire des aspérités qui conduisent les pythons, et par extension tous les serpents à rester coincés dans des tunnels, alors que leurs têtes et leurs épaules sont passées haut la main, et ce depuis des millénaires. De toute manière, vous m'accorderez que la réputation de Pythagore est très surfaite, ce blaireau n'a jamais rien écrit ni laissé à la postérité. À tel point qu'on se demande aujourd'hui très sérieusement si le théorème de Pythagore est vraiment de lui. Alors là, excusez-moi, mais j'ai envie de pouffer. Vous aussi, vous avez envie de pouffer, messieurs, dames? Alors vous savez quoi? Pouffons ensemble. Imaginez-vous que ce foutu Pythagore n'aurait laissé, en réalité, en tout et pour tout, que 71 lignes. 71 lignes, en 85 ans, il s'est pas foulé, pépère, feignasse, on devrait lui remettre le prix Nobel de paresse à ce glandeur. Et quand je vous dis 71 lignes en 85 ans, c'est même pas sûr. On parle de lignes apocryphes, par pudeur. Je dis par pudeur, mais à mon sens, ces fameuses 71 lignes, peut-être apocryphes, sont en vérité des lignes hypocrites. Wikipédia, qui nous apprend tout sur tout, affirme que Pythagore a eu une vie énigmatique. Comme je disais tout à l'heure, que j'aurais préféré que ce colloque, cette conférence, soit qualifié non pas de dithyrambique, mais de très dithyrambique. Permettez-moi de vous dire que je trouve la vie de ce Pythagore pas seulement énigmatique, mais vraiment très énigmatique. Si tous ceux qui ont écrit 71 lignes dans leur vie devaient être considérés comme énigmatiques, il n'y aurait plus moyen d'écrire un seul livre d'histoire crédible. Napoléon, lui, il était énigmatique, avec sa main planquée dans le gilet. Louis XVI aussi. Même si on se demande bien pourquoi il a choisi la profession de roi de France alors qu'il avait déjà 30 ans. C'est un peu vieux pour embrasser une carrière, non? Avec tous les emmerdements qui étaient sûrs de se prendre sur la gueule, ou plus exactement dans le cou, alors qu'un petit job pépère de serrurier l'aurait pleinement satisfait. Sur ce, mesdames, messieurs, c'est pas que je m'ennuie. Non, pas du tout. C'est juste que c'est l'heure de l'apéro. À la semaine prochaine. Et encore merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci à vous aussi d'avoir suivi la conférence depuis chez vous. Et si vous avez rien pigé, je vous mets au point.